Le Chili, ce long pays qui borde le sud de l'Amérique latine. Nous nous rendons au pied de la cordillère, dans la région de Valparaíso, qui concentre à elle seule les 2/3 de la production nationale d'avocats. Au départ de Santiago, nous roulons près de 3 heures en direction du nord et longeons des hectares de vergers d'avocats pour enfin atteindre la province de Petorca. Guillermo Peña est agriculteur. Sa famille cultive ce terrain de 30 hectares depuis 3 générations. Avant, on cultivait des haricots, des pois, des patates, etc. Dans les années 80, on s'est mis à l'avocatier. Pas en grande quantité, on a commencé à planter peu à peu. D'abord, on semait au milieu des arbres et on a augmenté. La rentabilité de l'avocat est bien supérieure à celle de l'agriculture traditionnelle. L'avocat a désormais remplacé toutes les cultures traditionnelles. La vie de l'avocat commence par un greffon à la pépinière. Il est ensuite planté dans le champ, avec une précaution apparemment indispensable, être planté au sommet d'un petit monticule de terre. L'avocatier a un système de racines qui ne vont pas en profondeur. Elles partent sur les côtés. On crée un monticule pour mieux conserver l'humidité. On plante, et après 3 ans environ, l'arbre est capable de produire. La meilleure période de production pour l'avocatier, c'est entre ses 4 et ses 10 ans. C'est là où il produit le plus. Chaque arbre produit 200 à 300 kg de fruits par année au minimum. Chaque fruit est récolté à la main entre juillet et novembre quand ils sont voués à l'exportation. Mais Guillermo Peña laisse ses avocats mûrir plus longtemps sur les arbres et leur donne le temps de se gorger d'huile. Nous vivons uniquement de ça. Nous n'avons pas d'autre activité. Alors on doit défendre l'aspect économique. C'est pourquoi on récolte l'année suivante, à partir de mars. Cette variété peut rester sur l'arbre tout ce temps. Et donc, quand vous le récoltez, le fruit est plus lourd. Ils sont plus lourds et c'est donc plus avantageux pour nous. Plus mûr et donc plus fragile. Ces fruits-là ne peuvent plus être exportés et sont vendus sur le marché interne. Ce système permet à Guillermo d'encaisser directement le prix de la production. Mais un problème majeur menace ce système bien rodé, la sécheresse qui sévit dans la région depuis 2010. Jusque-là, en bordure de son champ, se trouvait une rivière, désormais asséchée. Je vois la sécheresse depuis plusieurs années. Nous sommes ici dans une zone où il ne pleut pas beaucoup. S'il y a 400 mm par an, nous sommes satisfaits. Et s'il n'y a que 250 mm, c'est un peu plus difficile. Mais contre le climat, nous ne pouvons rien faire. Si la sécheresse se prolonge, à un moment, nous devrons arrêter d'arroser certains arbres, les couper et réduire la production. De nombreux articles et reportages européens ont mis en lien la production d'avocats dans la région et la problématique de l'eau, comme la télévision allemande ou encore le journal britannique The Guardian. Une mauvaise publicité que les exportateurs d'avocats auraient préféré éviter. Pour preuve, l'accès au centre de conditionnement nous a été refusé par tous les exportateurs que nous avons contactés. Le président de l'Association des exportateurs du Chili, Ronald Baun, nous explique pourquoi. Nous n'avons malheureusement pas confiance dans le journalisme qui n'est pas sérieux. C'est ça qu'il se passe. Alors oui, vous allez dire qu'on ne vous laisse pas rentrer au conditionnement. Moi, je préfère ça, et les producteurs aussi, plutôt que de voir des gens inventer des choses.
Quand par exemple, après qu'on les ait informés plusieurs fois, certains disent que pour produire 1 kilo d'avocat, il faut 2000 litres d'eau, c'est une honte du point de vue technique et un mensonge. On utilise beaucoup moins d'eau que n'importe quel autre. Peut-être pas tous, mais on utilise 389 litres par kilo. Une fois conditionnés dans un conteneur réfrigéré, les cargaisons d'avocats prennent la mer, direction le canal de Panama. Ils traversent ensuite l'Atlantique en 3 semaines avant d'atteindre un port européen. Bonsoir Michaela Momenthaler. Bonsoir. Vous étiez sur place dans cette région de Petorca avec Dominique Gabrielli et Justine Fontaine. Alors, il y a une vraie bataille de chiffres autour de la consommation d'eau par kilo d'avocat, en fait. Oui, on a pu voir Ronald Baum, le président de la Société des exportateurs, est très en colère par le chiffre qui a été donné par les précédents reportages de 2000 litres pour produire 1 kilo d'avocat. Alors nous, on a vérifié ce chiffre et en fait, il provient d'une ONG indépendante hollandaise qui s'appelle The Water Footprint et qui a étudié, qui a donné ce chiffre vraiment pour la région, pour les avocats qui proviennent de cette région. Donc le chiffre semble être assez précis. Après, c'est vrai que nous, de notre côté, on a toujours plutôt entendu le chiffre de 1000 litres pour produire 1 kilo d'avocat, que ce soit de la part des producteurs ou des associations écologistes. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que finalement, que ce soit 2000 litres, 1000 litres ou même les 389 que nous avance Ronald Baum, en fait, c'est quand même énorme. En comparaison à la production d'eau de fruits. Par exemple, si on prend 1 kilo d'orange, ça nécessite 110 litres d'eau pour le produire ou que 63 litres d'eau pour produire 1 kilo de tomates. Donc l'avocat consomme beaucoup d'eau. Et si les gros exportateurs n'aiment pas le journaliste, c'est aussi parce qu'ils craignent que les critiques qui viennent de l'étranger fassent baisser leur chiffre d'affaires. Oui, alors ils le craignent, mais en fait, il n'y a rien qui prouve que ça se passera. Quand on a discuté avec le président de l'Association des exportateurs au niveau national, il nous a confirmé que la demande explose ces dernières années et la quantité d'avocats exportés, elle n'arrête pas de croître non plus. Il y a sans cesse des nouveaux marchés qui sont trouvés. Là, par exemple, ils ont commencé à beaucoup exporter pour la Chine. Donc on se dit que s'il y a un boycott de la part d'un côté, enfin une réduction de la consommation d'un côté, ils arriveront à compenser. Il y a des marchés de l'autre, en tout cas. Le producteur qu'on a entendu longuement tout à l'heure a le même discours que les grands exportateurs. Et contrairement à ce qu'ils nous disent, il y a un énorme problème de sécheresse dans cette région chilienne. Il n'est pas seulement dû au climat, regardez. Quand nous sommes arrivés à Petorca, nous avons vite compris que le gouvernement voulait qu'on mette en avant une certaine version de l'histoire. Ils ont insisté pour qu'on rencontre Guillermo Correa. Issu d'une famille d'agriculteurs et de producteurs de vin, il possède près de 1500 hectares de surface agricole au Chili. Lui ne manque pas d'eau et insiste pour nous montrer son système d'irrigation à la pointe de la technologie, ainsi que les tenues flambant neuves de ses employés. Il est très fier de nous dire qu'il redistribue aux communautés rurales un peu de l'eau qu'il parvient à économiser grâce à ce système. On a créé ici une économie circulaire. Les gens autour de nous travaillent dans nos champs, alors si tu aides tes employés, tu aides aussi ton entreprise. Et au final, cette aide est rétroactive pour tout le monde. C'est pourquoi on a commencé à faire des dons à la communauté, à les aider et s'impliquer plus. Ça fait partie du business. Ce qu'il oublie de nous dire, c'est qu'ils ne sont que 2 dans toute la province à redonner sur base volontaire un peu de leur eau. Au-delà des discours bien rodés, sa position se durcit quand il s'agit de discuter de l'origine du problème de l'eau dans la région. Ce ne sont pas les grands producteurs qui volent de l'eau. Nous, on est contrôlés en permanence. Alors, on doit tous se régulariser. Pas que les petits ou que les grands, on doit tous être régularisés. Et pour toi, d'où provient le vol d'eau ? Je vais pas le dire face à la caméra. Coupe la caméra pour que je t'explique. Hors caméra, il insinue que le problème ne vient pas des grands producteurs, mais des petits agriculteurs qui pomperaient de l'eau sans en avoir acheté les droits. On aurait pu en rester là, mais nous avons entendu une toute autre version de l'histoire en rencontrant les habitants et les petits producteurs. Roberto est agriculteur depuis toujours. Entre 1978 et 2004, il gérait un puits pour une communauté de petits agriculteurs. Ça fait près de 15 ans qu'on a perdu notre élément vital, qu'on ne peut plus arroser depuis la rivière.
directo del río. Le canal amenait de l'eau à 70 familles d'agriculteurs. Une fois sec, ils ont creusé un puits qui s'est lui aussi asséché. Les agriculteurs se partagent désormais les 15 litres par seconde qu'il reste dans leur petit puits communautaire. Depuis que la rivière s'est asséchée, ils n'ont jamais pu s'acheter plus de droits d'eau. On fait une répartition. Chaque agriculteur a un tour hebdomadaire de 2 heures. Grâce à ça, on peut garder en vie les arbres qu'il nous reste. Si la communauté de Roberto a peu accès à l'eau, c'est notamment parce qu'au Chili, l'eau est privatisée depuis 1981, une mesure prise par le régime dictatorial du général Pinochet. Des droits d'exploitation perpétuels sont accordés à certains, puis vendus et échangés sur un marché comme n'importe quel autre bien. Avec la sécheresse, le prix de l'eau a atteint des sommets et un droit perpétuel d'1 litre par seconde coûte près de 22 000 francs. Les petits producteurs comme Roberto sont pris à la gorge. Maintenant, je n'ai plus qu'1,5 litre par seconde pour arroser mes 14 hectares. C'est ça ma réalité. Et ça te suffit? Non, ça ne suffit pas. Et des 70 familles, combien ont quitté l'agriculture? Environ 50%. Oui, le 50%. Une situation intenable pour les petits producteurs que Roberto dénonce depuis des années. Ricardo, son voisin, possède un terrain de 20 hectares dans la commune. Pour lui, les problèmes d'eau sont imputables à la sécheresse, mais se sont aussi accrus par les abus de certains producteurs. Dès l'année 2004-2005, j'ai dénoncé mon voisin qui avait fait un drain dans la rivière et des puits. Il faisait une de ces quantités de puits pour transférer de l'eau au flanc de la montagne. Et moi, ça m'affectait beaucoup, vu que je suis au-dessous. Moi, j'habite ici, et là, ils ont fait des drains qui vont jusque-là. Mon voisin là-haut, c'est Osvaldo Juneman Gazmuri, le beau-frère de l'ancien ministre de l'Intérieur, Pérez Yoma. Ces plantations datent de 2019. En 2018, il a plu 85 mm dans la province. Ça faisait depuis 1968 ou plus qu'il ne pleuvait pas aussi peu à Petorca. N'importe quelle personne moyennement informée sait qu'on ne devrait pas planter autant d'arbres une année aussi sèche. Après, les autorités disent que tout va bien, mais pour moi, tout va mal. Des plaintes restées sans effet, un manque de contrôle dénoncé par la plupart des producteurs que nous avons rencontrés. Mais pour les associations écologiques, il faut prendre encore un autre aspect en compte, notamment le fait qu'en 30 ans, dans la région, les surfaces agricoles dédiées aux vergers d'avocatiers ont été multipliées par 10. Et surtout sur les flancs de montagne. Ce qu'il se passe avec les avocatiers, c'est qu'ils sont plantés sur des monticules dans le sens de la pente. Cela fait que l'eau est drainée et ne passe pas dans les nappes phréatiques, qui sont les premières sources d'eau pour les communautés de la zone. Alors évidemment, au niveau de l'écosystème, c'est compliqué. Et pour l'érosion des sols aussi, qui ne va pas récupérer avant des années s'il n'y a pas de plan de développement adéquat. La culture de l'avocat sur les flancs de montagne n'est pas usuelle. C'est parce que le terrain y est moins cher et surtout parce qu'il fait plus chaud en hauteur et que cela permet d'éviter les gelées. On retrouve ces plantations sur les flancs partout dans la province. Voilà la différence entre un avocat bien arrosé, qui a eu assez d'eau, versus un avocat à qui il a manqué de l'eau pendant sa croissance. On peut dire que celui-ci pourrait aller au marché de l'exportation. Et celui-là reste ici, en le vend sur le marché interne, à un prix très faible. On peut voir la différence, c'est abyssal. Il y a des différences dans la forme, le calibre. On peut aussi voir certains tons de noir à l'intérieur, du tissu nécrotique qui est mort à cause du manque d'hydratation. Il y a 10 ans, toute notre école, c'était des grands avocats comme celui-là. Mais aujourd'hui, mon verger ne produit que 50% de la production initiale. Et dans certains secteurs, on obtient des petits calibres,
parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour arroser complètement. L'eau qu'on avait ici est maintenant sur le flanc des montagnes. Moi, j'ai des photos où je me baigne dans cette rivière. Ici même, je me baigne. Avant, l'eau suffisait pour arroser les avocats. Actuellement, toute cette eau est sur la montagne. Le manque d'eau a rassemblé Ricardo et Rodrigo. L'agriculteur et l'ingénieur agronome collaborent depuis 2007. Témoin de l'assèchement des cours d'eau et de l'appauvrissement des petits producteurs, Rodrigo a lancé un mouvement pour la défense de l'accès à l'eau, à la terre et à la protection de l'environnement, Modatima. Une lutte difficile dans ce contexte hyper tendu. Les conséquences de la lutte sont rentrées dans ma maison, jusque dans ma famille. Ma compagne s'est fait renvoyer de son travail parce qu'elle était avec moi. Moi, je ne travaille plus dans la région depuis 4-5 ans, depuis que j'ai été condamné. Je n'ai plus jamais travaillé ici, alors que je suis agronome expert. Il y a eu des situations étranges. On a été suivis, on a été menacés. Notre vie a changé. On vous a traité comme si vous étiez des criminels. Oui, l'argument qu'on emploie contre nous, c'est que nous sommes des terroristes, des éco-terroristes, qu'on cherche à détruire l'économie. Mais nous sommes des gens simples, qui aimons la paix et la vie. Le combat de Rodrigo lui a valu des menaces de mort et des passages à tabac. Il a passé une année sous protection policière après avoir parlé aux médias internationaux. Malgré cela, il n'a jamais pensé à quitter la lutte pour ce qu'il considère être un droit humain élémentaire. Il y a eu un changement radical dans la structure de la production dans les années 90. Un groupe d'hommes politiques bien placés et des entrepreneurs sont arrivés dans la province. Ils ont seulement acheté sur les flancs à des prix dérisoires. Ils ont obtenu des droits de l'eau des rivières asséchées et ont emmené cette eau vers les flancs pour faire leur business, c'est-à-dire pour produire des avocats pour l'exportation. Pour lui, le problème, c'est que l'État n'utilise pas le peu de prérogatives dont il dispose. La dernière balance hydrique du Chili date de 1987. Si tu demandes à l'institution compétente en matière d'eau, ils n'ont aucune idée de combien de droits d'eau ils ont attribués, ni à qui, ni quelle quantité d'eau coule dans les sources du pays. Il y a 101 sources. De cette manière, l'eau reste soumise au marché. L'État du Chili n'a ni les capacités, ni la prérogative de garantir l'accès à l'eau à la population comme un droit humain, ni comme un bien commun. La Direction générale de l'eau est censée réguler l'accès à l'eau dans le pays. Les contrôles étaient rares ces dernières années. Ils ont explosé en 2018, juste après la diffusion de plusieurs reportages étrangers. Nous rencontrons Oscar Christie, le directeur de l'institution. Nous faisons un effort très important. Nous avons perdu plus de temps que nous le voulions, mais nous avons abordé ce problème en avril dernier. Je crois que nous avons avancé en termes de contrôle et nous sommes tranquilles là-dessus. Je pense que nous allons dans la bonne direction et que nous allons finalement avoir une zone où il y a peu de prélèvements illégaux d'eau. Cela signifie un effort supplémentaire pour maintenir la pression là-bas. Vous avez les moyens suffisants ? Ils sont limités. Nous avons 52 contrôleurs dans le pays. 52 dans tout le pays ? Oui, dans tout le pays. Nous souhaitons seulement donner la possibilité aux utilisateurs mêmes de faire avec leurs propres outils. Au fond, notre vision est particulière et nous faisons plus confiance à l'autocontrôle qu'à la gestion que nous pouvons faire nous-mêmes en tant que Direction générale des eaux, parce que nous avons plus de 100 sources d'eau dans le pays. L'autocontrôle, ou les contrôles que prétend faire la DGA, Rodrigo n'y croit pas. Il nous montre l'exemple d'une situation selon lui illégale, mais tolérée. Ce qu'on voit ici derrière moi, c'est un puits de pompage souterrain construit sur le lit de la rivière. On voit de façon évidente comment un bien public se trouve à disposition des intérêts privés. Ici, ils ont eu l'autorisation de puiser de l'eau depuis un bien public, depuis la rivière, pour acheminer l'eau vers les grands terrains agricoles autour. S'ils ont eu ici l'autorisation de la mairie,
Ce n'est pas toujours le cas. La situation entre les détenteurs des droits d'eau et les autres est tendue, comme le montrent ces images. Nous sommes le 4 février dernier et le maire de Petorca démantèle une tuyauterie sur un chemin public construite sans autorisation. Elle appartient à Guillermo Correa, notre agriculteur modèle. Dans ce pays, ceux qui possèdent des grandes fortunes croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour eux, il n'y a pas de tribunaux. Pour eux, il n'y a pas de sanctions. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, et s'ils ne l'obtiennent pas, ils le prennent. Je suis certain que j'ai agi dans mon bon droit. Et comme je vous dis, je n'ai aucun remords de l'avoir fait. Ici, il y a un paradoxe de la vie. C'est que d'un côté, on donne 100 à 120 litres d'eau à un avocatier et on n'en donne que 50 litres par jour à un être humain. Vous trouvez ça juste, vous ? 50 litres d'eau potable par jour et par personne, c'est ce dont dispose Fidel pour subvenir à ses besoins. Sa cousine Cathy vient l'aider tous les jours après le travail, dans cette maisonnette construite par leur oncle dans les années 60. On prend soin de l'eau, on l'emploie seulement quand c'est nécessaire. Là, moi j'accumule l'eau quand je fais la vaisselle. Je dois en avoir un peu en réserve pour me rincer les mains ou rincer d'autres choses. Il faut garder un peu d'eau dans l'évier pour pouvoir en mettre un peu sur une plante ou pour la donner aux poules ou aux chiens. Ce petit peu d'eau est très utile, il faut la recycler, la garder là pour quand on n'en a plus. La voisine aussi avait un nouveau verger et il s'est complètement asséché. Vous voyez qu'il est tout sec. Nous avons replanté avec l'espoir que ça pousse et que ça ne sèche pas. Cela fait maintenant 10 ans qu'ils sont ravitaillés par camion-citerne. Le chauffeur est aujourd'hui très en retard. Il a dû aller chercher de l'eau plus haut dans la vallée car le puits habituel était vide. Le camion-citerne vient le lundi et le vendredi et il amène de l'eau. Et si on termine l'eau avant, on reste sans eau et on doit attendre qu'il revienne. De cette manière, on a de l'eau pour le petit déjeuner, pour se faire à manger, mais pas plus. Ça ne suffit pas pour se laver ou pour faire d'autres choses. Et des fois, ça ne dure pas. On est toujours en manque d'eau. C'est une grande angoisse, on souffre. Avec le peu d'eau dans notre puits, on a l'espoir d'arroser nos arbres et nos quelques plantes. Mais si le puits s'assèche, les arbres meurent. Ils sont presque secs déjà d'ailleurs. Et on n'aura pas assez d'eau pour alimenter les quelques plantes qui nous restent. Cela fait 5 ans que le gouvernement promet un nouveau puits pour approvisionner le hameau où habite le cousin de Cathy. En attendant, ils vivent au milieu de l'énorme exploitation de leurs voisins et luttent pour sauvegarder leur petite culture. Ce manque d'eau qui est cruel pour la population quand même, c'est un bien de première nécessité. Ce n'est pas la Direction générale des eaux qui va le résoudre, on l'a bien compris. Et vous, Michaela, vous avez rencontré la gouverneure de la province. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Oui, alors le discours de la gouverneure, il est assez révélateur du clivage que pose cette question de l'eau dans la région. Alors pour elle, c'est simple, en fait, il n'y a pas de problème. Le manque d'eau, il vient de la sécheresse uniquement. Elle ne parle pas de surexploitation des ressources, elle ne parle pas de détournement de puits ou ce genre de choses. Pour elle, ça n'existe pas. Donc la solution que prône le gouvernement, c'est juste augmenter les contrôles et les sanctions. On a vu l'efficacité qu'ils peuvent avoir dans le sujet. Et surtout, ils misent beaucoup sur le développement des partenariats publics-privés. Donc inciter les producteurs à redonner bénévolement et sur base volontaire un petit peu d'eau pour la population. Ce qu'on a appris en étant là-bas, qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle à ça, le gouvernement il essaie de réduire l'approvisionnement en eau par camion-citerne pour la population. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où la population n'aura pas plus d'eau.
En fait, qu'elle provienne des camions-citernes ou du don volontaire, elle n'aura pas plus d'eau et en plus, elle sera encore plus dépendante des producteurs et de leur bon vouloir, quelque part. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi redonner un petit peu de dignité à cette population. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait, nous qui consommons des avocats, chiliens en particulier? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, boycotter? Alors, c'est une question qui est un peu difficile parce que les producteurs sur place et même les associations écologiques, elles n'appellent pas au boycott parce que c'est une longue tradition d'agriculture dans la région, donc tout le monde vit un peu de ça. Et le boycott, ça impacterait toute la chaîne. Non, en fait, c'est une question qui est vraiment politique et pour la résoudre, il faut vraiment que ça soit une décision politique et ce qui demande une réforme de tout le système parce que ça ne va pas se régler sans qu'on ne fasse rien, surtout que le réchauffement climatique va continuer et va continuer à assécher les réserves d'eau. Pression politique peut-être. En tout cas, merci beaucoup, Michaela. Bonne soirée à vous. Merci. Est-ce que la situation est meilleure ailleurs, dans d'autres pays gros producteurs d'avocats, comme l'Espagne par exemple, premier producteur européen qui a l'avantage d'être plus proche? Je me tourne vers Madrid et Marie Bolinches. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à bon entendeur, avait déjà parlé en 2014 des problèmes d'eau potentiels que la culture d'avocat peut poser en Andalousie. Comment est-ce que la situation a évolué maintenant ? Eh bien, vous l'avez dit, l'Espagne reste le premier producteur en Europe d'avocats. Le pays produit chaque année 55 000 tonnes d'avocats, essentiellement, vous l'avez dit, en Andalousie. En Europe, la demande progresse chaque année d'à peu près 20% et les prix s'envolent. En conséquence, de plus en plus d'agriculteurs andalous délaissent les cultures traditionnelles, beaucoup moins rémunératrices, pour se tourner vers la culture de l'avocat, une culture, elle, beaucoup plus gourmande en eau. Le problème, c'est que l'Andalousie, c'est aussi l'une des régions les plus arides d'Europe. On estime que depuis ce boom de l'avocat, en moyenne, eh bien, les réserves d'eau sont à moins de la moitié de leur niveau normal. La conséquence, c'est que de plus en plus d'associations d'agriculteurs parlent d'un manque chronique d'eau et demandent aux autorités d'adapter leur politique en facilitant, par exemple, l'attribution de permis d'irrigation. Alors ça, c'est une chose, mais le problème est tellement énorme. Comment est-ce que les autorités locales ou régionales réagissent vraiment ? Eh bien, dans une région où l'agriculture est avec le tourisme la principale ressource économique, vous vous en doutez, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Le secteur pèse 300 millions d'euros et des dizaines de milliers d'emplois directs ou indirects dépendent aujourd'hui de l'avocat. Alors le plus souvent, eh bien, les autorités régionales décident de fermer les yeux. On estime par exemple que la moitié des champs d'avocats qui se trouvent en Andalousie sont irrigués en toute illégalité. Mais l'année dernière, eh bien, le gouvernement régional andalou n'a pas eu d'autre solution que de réagir. Il a dû suspendre les permis d'irrigation après un épisode de sécheresse particulièrement sévère. Et avec le changement climatique, on imagine bien que cette situation va se reproduire d'année en année. Alors désormais, pour les agriculteurs andalous, la seule solution sera de faire venir l'eau d'ailleurs. Ils réclament depuis plusieurs années la construction d'un immense pipeline qui permettrait d'acheminer l'eau depuis les zones les moins arides de l'Andalousie jusque dans les champs d'avocats. Il y a quelques mois, le Parti populaire, le Parti conservateur, a remporté les élections en Andalousie. Il a fait une partie de sa campagne en parlant de la construction justement de cette immense autoroute de l'eau qui permettra à terme de multiplier par 2 les surfaces cultivables pour les champs d'avocats. Pour les associations écologistes, la construction de ce pipeline, ce serait en revanche une énorme catastrophe environnementale. Pour ces associations, la seule solution, ce serait de freiner cette ruée vers l'or vert, cette fièvre de l'or vert, en interdisant et en faisant fermer tout bonnement les exploitations agricoles qui sont irriguées illégalement. Faute de quoi, selon les écologistes, eh bien, la région de Malaga pourrait devenir d'ici quelques années un immense désert. On voit que l'enjeu politique est énorme. Bonne soirée à Madrid et merci. Cet avocat si gourmand en eau pousse dans de nombreux autres pays. L'idéal serait de la chaleur et de l'eau en abondance. Et ce qui peut entrer aussi dans les critères de choix au moment d'un achat, c'est la présence de pesticides que nous avons testés sur 80 avocats, avec et sans noyau et peau. La bonne nouvelle, c'est que tous sont dans les normes et très peu ont des traces de pesticides. Ceux que notre équipe a ramenés du Chili n'en contenaient pas du tout. L'autre critère, c'est le bilan CO2, l'impact environnemental que la société Cantis a calculé par kilo d'avocat. Les avocats qui génèrent le moins d'équivalent CO2 sont ceux qui viennent en camion d'Espagne. Pour 1 kilo d'avocat, c'est 285 grammes de CO2 qui sont émis pour ceux de la Migros et ceux de la Coop. Chez Lidl, le bilan est un peu moins favorable. Le kilo d'avocat israélien produit 372 grammes de CO2. Le trajet est déjà un peu plus long, Israël-Rotterdam en bateau, puis livraison en Suisse en camion.
Bateaux et camions sont aussi nécessaires pour acheminer des avocats de République dominicaine dans nos COP helvétiques. La facture écologique, 419 grammes de CO2 le kilo, arrivé en Suisse. On s'éloigne encore avec les As de Tanzanie, 595 grammes de CO2 pour ce kilo d'avocat acheté chez Globus, et accessoirement une trace d'un fongicide, le prochlorase. Suivent 4 produits aux valeurs quasi identiques qui voguent d'Amérique latine et prennent le camion à Rotterdam. 657 grammes de CO2 pour le kilo de colombien chez Aldi, avec une trace de prochlorase. 659 pour un kilo de chilien chez Migros, 660 pour des Mexicains chez Denner et 666 pour d'autres Chiliens chez Manor. Beaucoup plus lourds en CO2, les avocats sauvages brésiliens qui rejoignent les étals de Manor en avion. Selon les calculs de Cantis, un kilo d'avocat transporté par les airs disperse quelques 35 kilos d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Le message ce soir, ce n'est pas de vous dire renonçons aux avocats du Brésil, du Chili, d'Espagne ou d'ailleurs, mais réfléchissons plutôt à notre consommation, d'autant que l'avocat n'est pas indispensable dans une alimentation équilibrée. Il y a de nombreux produits locaux ou moins locaux qui nous offrent les mêmes vertus. Alors sans être exhaustif, si l'avocat est apprécié pour ses bonnes graisses mono-insaturées, l'huile de colza en est encore plus riche, idem pour la vitamine E, que vous procure aussi l'huile de tournesol en même quantité et même plus grande, ou les noisettes. Pour les vitamines B5, les œufs en sont 2 fois plus riches que l'avocat, par exemple. La vitamine B6, vous en trouverez plus dans le poulet, dans le pain complet, et la vitamine C dans d'autres fruits comme les citrons, oranges, ou des légumes locaux comme les choux qui en contiennent tout autant. Moralité, l'avocat est très complet, mais comme nous l'écrivait une diététicienne que je remercie au passage, si on prend la composition de l'avocat dans le détail, plusieurs aliments offrent une couverture équivalente, voire meilleure.